Bonjour, si on peut envoyer mes transparents, s'il vous plaît. Alors, j'ai beaucoup apprécié la discussion qui a suivi l'exposé de mon ami Mauro. Nous avons en effet non seulement parlé médecine, mais nous avons également évoqué les choix qui doivent être faits. Qui doit apporter les soins intensifs? Jusqu'où aller? Quand s'arrêter? On a abordé les mêmes aspects, ou il faut aborder les mêmes aspects en matière d'hémorragie intracrânienne. Vous avez un patient qui va très mal, il arrive en soins intensifs, en réanimation, c'est normal, mais ensuite il faut se poser la question. Voilà, toute l'énergie, toutes les ressources que nous mettons à profit sur ce patient, la seule justification n'était pas son état grave. Ce qui peut justifier toute cette dépense d'énergie et de ressources, c'est lui faire retrouver un bon état à l'issue du traitement. Car nous risquons de gaspiller des ressources sur des états graves plutôt que de bien distribuer les ressources qui se raréfient en milieu hospitalier, pas seulement en France, mais ailleurs. Et cela va s'aggraver dans les années qui viennent. Donc nous sommes responsables de la bonne destination de ces ressources. Donc vis-à-vis concentration sur ceux qui en ont vraiment besoin. Dans le cadre de mon exposé, je vais parler de cas assez fréquents. On en voit malheureusement un peu trop. Mauvaise nouvelle d'ailleurs, non seulement la fréquence de ces cas augmente-t-elle, mais en plus elle concerne des patients de plus en plus jeunes, patients typiques présentant une hémorragie intracrânienne. Eh bien, c'était les petits-enfants de patients hypertendus, mais aujourd'hui, ces jeunes, ces personnes sont de plus en plus jeunes et parfois toxicomanes. Mais il y a généralement un antécédent pathologique au niveau du vaisseau. Il y a une crise hypertensive. Voici un patient de 32 ans, un jeune homme de 32 ans. On voit clairement que si l'on consomme de l'ecstasy ou trop de cocaïne, la fréquence cardiaque augmente, la pression, tension artérielle également, mais ce n'est pas la seule chose. Si vous avez abusé pendant longtemps des drogues, eh bien, il y a des lésions causées au vaisseau, donc vasculite suite à exposition prolongée à la cocaïne. Ce qui explique cette combinaison, un phénomène préexistant plus hypertension donne lieu ou égale hémorragie. Donc les profils des patients se modifient. Ne soyez pas surpris si on vous appelle au milieu de la nuit pour traiter un jeune homme ou une jeune femme présentant ce genre de pathologie. Pensez tout de suite à un cocktail de drogue ou un usage de drogue, d'où les questions éthiques. C'est pour cela que je n'aime pas parler en termes de généralité. Généralement, on attend un fort taux de mortalité et en plus, on s'attend à ce que 3/4 des patients, s'ils rentrent chez eux en état de dépendance. Ils auront besoin d'une assistance totale 24 heures par jour après cela, ce qui est une forte source d'inquiétude. Donc, une distinction est à faire. Généralement, on a une hémorragie intracrânienne primaire. On sait en général que cela est lié à une pathologie des vaisseaux, athérosclérose. Voici l'histologie, donc les parois du vaisseau qui sont endommagées. Mais il y a aussi un tableau qui n'est pas aussi typique. Donc, qui dit primaire dit généralement les gangliobasaux dans la circulation postérieure ou ici sur le tableau. Voilà le tableau classique. Mais il y a également un deuxième type d'hémorragie intracérébrale dite secondaire qui n'est pas associée à une pathologie chronique des vaisseaux, mais qui est due à une malformation ou à des anévrismes comme ce qui a été présenté par Giuseppe Citerio. C'est très important. Voici une image prise dimanche chez un jeune Philippin, un homme philippin de 52 ans. Vous voyez ici un hématome et vous voyez ici qu'il y a trop de sang également
de l'autre côté du cerveau. Donc, soupçonnez toujours tout. Ne demandez pas immédiatement aux jeunes chirurgiens de s'occuper de cela parce que vous pourriez avoir des surprises. Surprise que voici un anévrisme sur l'artère communicante postérieure. En cas de chirurgie, ici, qui viserait uniquement l'hématome, eh bien, vous tuerez le patient. Car la seule manière d'arrêter l'hémorragie, c'est de fermer, de clore cet anévrisme. Donc, bien sûr, il faut agir rapidement, mais de manière intelligente et réfléchie. Que se passe-t-il de manière générale? Eh bien, souvent, on dispose d'un peu de temps. Et nous savons que l'hémorragie du patient donne lieu à une destruction des tissus et produit un hématome. C'est alors qu'on peut parler d'expansion de l'hématome. Il faut en effet être conscient que le cliché ou ce que l'on constate à l'heure H peut évoluer, va évoluer. Il faut donc avancer avec circonspection et intelligence. S'il y a un problème superficiel, lobaire, là, vous avez accès à... Enfin, vous pouvez traiter toute la cavité crânienne. Mais au niveau du cervelet, là, l'espace est beaucoup plus contraint. Vous pouvez avoir deux problèmes, compression directe du tronc cérébral ou interruption du flux de liquide cérébro-spinal. La fosse postérieure pose donc des problèmes différents. Parlons maintenant de l'hématome. Là, il s'agit d'un phénomène délétère pour les tissus. Les raisons sont doubles. Généralement, on pense à la thrombine, mais il faut également s'intéresser à l'inflammation. Il y a une cascade qui peut mettre en jeu la barrière sang-cerveau. Lisez cette étude si vous voulez en savoir plus sur les mécanismes qui donnent lieu à une détérioration des tissus à cause de l'hématome, mais si vous vous intéressez également aux conséquences. Vous verrez ici que si vous avez des globules rouges qui viennent des tissus, avec le temps, on peut voir apparaître une inflammation et bien sûr une lésion. De manière indirecte, ces images sont très éloquentes. Voici ce qui se passe chez le rat, sans intervention. Et voici ce qui se produit si on utilise la déferoxamine. Je ne dis pas qu'il faille l'administrer aux patients humains, mais on voit donc clairement qu'en bloquant l'un des mécanismes qui intervient dans la cascade inflammatoire, on voit une réduction très claire des tissus lésés. Quid de l'œdème? Il y a compression, il y a inflammation, une ouverture de la barrière sang-cerveau, donc accumulation de l'eau dans les tissus. Et voilà ce que l'on constate très fréquemment à H1, donc au tout début. Et voici la situation 5 heures plus tard, à H plus 6. S'il faut prendre une décision sur la base de ce scan ou de l'autre scan, la décision ne serait pas pareille. Nous pourrions changer notre fusil d'épaule. Donc, expansion de l'hématome qui donne lieu à un édème et à un effet de masse. Ici peut augmenter et réduction du flux sanguin. Ça, en tout cas, ce sont des possibilités. Les chirurgiens se sont donc penchés sur la question. Voici une très belle étude publiée en 2002. Spectrographie dans cette situation, puis acte chirurgical pour resséquer l'hématome, puis autre spectrographie qui étudie le flux sanguin. Et on voit ici qu'il y a un avantage, un gain. En superposant les deux, vous voyez, on voit très clairement que l'intervention chirurgicale a permis de restaurer, au moins partiellement, le flux sanguin. Et je pense que c'est la raison principale de procéder à la chirurgie.
le chirurgien et voit un caillot. En l'enlevant, on retrouve le flux sanguin. Mais aujourd'hui, les chirurgiens vont un petit peu plus loin que cela. David Mendelow a mené une étude appelée STITCH, étude randomisée qui a porté sur un grand nombre de patients dont on ne connaît pas le nombre précis, mais randomisation de plus de 1100 cas. Lorsque plusieurs chirurgiens dans plusieurs hôpitaux d'Europe ne savaient pas s'il était recommandé ou non de procéder à la chirurgie, eh bien, on a analysé leurs décisions. Voici les résultats. Il y a une distribution à peu près 50-50 des patients, à quelques rares exceptions. Voici les résultats. On voit ici la probabilité de survie. Aucune différence. C'est donc un essai chirurgical où les chirurgiens eux-mêmes se demandent, vaut-il la peine d'intervenir? Et on voit qu'il n'y a aucun effet. On peut regarder les valeurs issues des favorables 74%, favorables 76%. Voici donc les conclusions. Je pense que ces chirurgiens ont été très honnêtes et très courageux pour dire que l'opération ici a eu des effets délétères, a augmenté la probabilité d'une mauvaise issue pour le patient. Donc, cette étude, je crois, a été très importante. Voici les différents sous-groupes. On s'est concentré sur la seule situation où l'opération paraissait pouvoir avoir un effet favorable. Or, elle n'a fait aucune différence, sauf pour les patients présentant un caillot très proche de la surface du cerveau, donc superficiel. Là, la chirurgie paraissait avoir un effet. C'est logique. On peut avoir accès à l'hématome sans traverser une trop grande masse de cerveau pour le retirer. D'où l'étude STITCH 2. Là encore, on a randomisé les patients et pour répondre à la question, si on ne réserve la chirurgie qu'à ces candidats présentant des caillots superficiels, est-ce qu'il y a une bonne indication pour la chirurgie? 2 bras d'à peu près 300 patients chacun. Pas de différence au niveau des résultats. Bien sûr, la ligne bleue est un petit peu sous la rouge, mais il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc, échec. Échec. Eh bien, passons justement 30 secondes à étudier où réside l'échec. Voici l'échelle utilisée pour grader, pour classer les patients en sortie de phase aiguë. Vous direz peut-être que ici, ces 2 bandes de couleurs, ces patients sont les patients à privilégier parce qu'ils ont récupéré. Si on est vraiment très bienveillant, on pourrait également dire que cette bande bleu clair, que ces patients-là ont bien récupéré. Ils ont un handicap, mais ils peuvent vivre de manière autonome. Mais voilà, là, vous avez 100% des patients représentés. Ici, c'est la proportion de patients qui, peut-on croire, auraient eu ou ont eu de bons résultats. Ce n'est pas beaucoup. L'expansion de l'hématome ne peut pas être prévenue par une opération chirurgicale. Ça ne fonctionne pas. Mais que faire d'autre? Pourquoi ne pas limiter l'expansion de l'hématome? C'est une autre possibilité. Ici, vous voyez une augmentation de volume et l'échelle d'issue défavorable. Plus il y a augmentation, moins l'issue est favorable. Donc je pense que l'on peut se concentrer sur la réduction de l'expansion de l'hématome, par exemple en améliorant la coagulation. C'est l'histoire du facteur 7. Très grande aventure. Dans cette étude, seuls les bons patients ont été sélectionnés, ce n'étaient pas des patients en état grave. Ils ont pu être randomisés en 3 heures. Patients hémorragiques, mis sur placebo ou 3 différentes doses de facteur 7. L'idée, c'était d'arriver à la fin de la première journée, vérifier par scan où en était l'expansion. Le facteur 7 est-il capable de stabiliser le caillot, éviter qu'il ne croisse? La réponse est oui. Si on regarde les chiffres tels que publiés de prime abord, on voit qu'on a un volume de départ
Ici, on a le sang dans le ventricule gauche, et ici le volume total, y compris l'œdème. Et on voit une réduction de 30%, 13% sous facteur 7. Mais attention au message publicitaire. Les études veulent toutes livrer un bon message, mais regardez l'axe Y ici. La réduction, en fait, ne représente que 8%, 6%, 10%. Donc, à partir de 100, votre gain maximal, c'est 10. Donc, ce n'est pas grand-chose. Et c'est ce que l'on voit ici, aucun gain, aucun bénéfice. Et si on réduit la tension artérielle, s'il y a pression ou augmentation de la tension, il peut y avoir augmentation de l'hématome. Voici deux études, dont la première publiée l'an dernier. Très peu de patients 75 randomisés en 2 groupes avec une baisse de la tension rapide. Les neurologues sont un petit peu comme les intensivistes, ils veulent aller vite, ils sont allés vite ici, ils ont donc injecté un médicament qui fait baisser la tension rapidement. Donc les 2 groupes avec une tension qui démarrait autour de 180, et on voit que le groupe rouge a vu sa tension systolique maintenue en bas de 50, en dessous de 50. Ensuite, ils se sont intéressés au flux, au débit. Ici, les patients qui ont reçu le traitement dit agressif. Ici, les patients ayant reçu un traitement beaucoup moins agressif. On voit, en ce qui concerne le flux sanguin, qu'il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes. Ici, je ne vous donne que des exemples. Ce que je veux vous dire, c'est d'être toujours très circonspect. Moi, si je ne vois pas d'autres différences, ça ne m'intéresse pas. Regardez la différence entre le côté lésé et l'autre. Là, on voit une différence statistiquement significative. Ce sont des patients qui ont une réduction du flux sanguin. Donc, on peut avoir peur de réduire le débit, mais on voit en fait que les résultats ont été positifs. Ici, une autre étude américaine portant sur 100 patients, un peu plus solide donc. Ici encore, aucun avantage n'est démontré. Et moi, cela me gêne de vous montrer nos multiples échecs. Et nous sommes dans une impasse. Parce que pour moi, cela se résume à cela. Nous sommes partis de l'hémorragie, ensuite destruction des tissus hématomes qui peut augmenter, plus de dommages encore, pression intracrânienne qui augmente, effet de masse. Et on n'a rien encore qui nous permette de démontrer l'efficacité de telle ou telle intervention. Donc, mon point de vue personnel, c'est que ce constat est assez déprimant, mais peut-être ne regardons-nous pas la question sous le bon angle. La première question à se poser, c'est de savoir pourquoi le patient a une hémorragie. Le jeune homme qui sniffe de la cocaïne toute la journée, ça c'est un cas bien connu, on connaît la cause. Mais pour les autres patients, quelle est la raison principale? Là, il faut s'intéresser à des causes supplémentaires qui sont ici. Le candidat ou la candidate pour une hémorragie intracrânienne classique, c'est un patient qui a des antécédents d'hypertension artérielle et de vasculopathie. Le cerveau d'un patient qui a eu une telle hémorragie n'est pas normal. On voit un problème chronique de flux sanguin. Il y a généralement des signes avant-coureurs, des dommages au cours des semaines, mois ou années précédentes. Et donc, lorsque vous regardez l'hémorragie, c'est généralement la fin d'un long processus. Et on est peut-être en train d'essayer de